Airbnb, Uber, Upwork, les plateformes digitales qui permettent aux personnes de commercialiser des services, des produits ou des biens sont en plein boom. Est-ce que ça va signer la mort du CDI ? On voit ça tout de suite sur Digital Men, à retrouver sur YouTube et en podcast sur iTunes. Bonjour à tous, bienvenue sur Digital Men. Aujourd'hui, on va parler de l'évolution du travail. Le travail en freelance fait en effet de plus en plus parler de lui. Avec les Uber, Upwork, TaskRabbit et Hôte Airbnb, on a vu apparaître une foule de plateformes qui aident les travailleurs indépendants à se mettre en relation avec des clients potentiels. On a aussi vu que les espaces de coworking se multiplient. Et en mars dernier, il y a même eu un événement, la Freelance Fair, qui était complètement dédié aux freelances. Donc c'est autant de signaux qui nous font nous demander si le CDI n'est pas menacé à long terme et ne risque pas d'être remplacé par finalement le travail à la tâche. Lionel, Mathieu, qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, on va citer une petite étude, comme ça on va aller vite. Et tu aimes bien les études, mon cher Lionel, allez. Donc, fin 2016, McKinsey sort une grande étude basée sur les États-Unis et l'Europe des 15, c'est l'euro, sur le travail indépendant de façon assez générale. Et cette étude nous dit deux chiffres, 20 à 30%, 20 ou 30%, de la population en âge de travailler aux États-Unis et dans l'Europe des 15 s'engage, alors d'une façon complète ou partielle, s'engage dans le travail indépendant. Donc c'est tout à fait colossal. Colossal, ça représente environ 162 millions de personnes et on vous mettra le chiffre clé dans la vidéo pour savoir combien il y a aux personnes de global. Bon, alors évidemment, il fallait estimer qui était qui faisait quoi. Totalement. Ils se sont basés sur des critères très simples, des critères qui sont sur le degré d'autonomie du salarié, enfin de l'indépendant vis-à-vis de son employeur, du type de paiement, est-ce qu'il est payé à la tâche, est-ce qu'il est payé à la mission, est-ce qu'il est payé aux honoraires, et des relations qu'il a avec son donneur d'ordre. D'accord. Ça, c'était les KPI de... Et c'est la première qui est vraiment globale, cette étude. D'habitude, ça cible plutôt d'autres personnes. D'accord, donc effectivement, 162 millions, c'est un chiffre très important. Alors, on a beaucoup entendu parler des plateformes digitales, là évoquées un petit peu plus tôt. Souvent, elles mettent en avant le fait qu'elles aident les freelances à travailler, puisqu'elles les aident à entrer en relation avec des clients potentiels et vice-versa. Il y en a aussi certaines qui mettent en avant le fait qu'elles sécurisent la collaboration, puisque dans certains cas, le paiement ne sera délivré que si la mission est effectuée. Est-ce que ces plateformes-là, elles sont déjà très utilisées par les travailleurs indépendants ? Globalement, on en parle beaucoup. Médiatiquement, toutes les plateformes font parler d'elles. Pour plein de choses, parce qu'elles ubérisent énormément, grand mot. 15% des travailleurs indépendants globalement sont sur les plateformes. Donc on s'aperçoit finalement il y a un grand levier de croissance aussi. C'est beaucoup de nouveaux finalement qui sont peut-être venus complémentairement vendre des produits Wood comme on va le voir. Mais effectivement 15% des travailleurs indépendants aujourd'hui utilisent des plateformes digitales. Ils vendent des produits, ils louent des biens ou des services ou ils fournissent du travail. Donc alors c'est vrai qu'il y a des degrés divers. Totalement. C'est vrai parce que quand je vends un produit, c'est souvent un revenu complémentaire parce que j'ai déménagé une vieille tante ou j'ai fait des brocantes. Quand je loue un bien, ça peut être une voiture, un appartement, une perceuse. Exactement. Donc ça c'est du revenu complémentaire. Et puis il y a le travail. Il y a le vrai travail qui est fourni par des plateformes. Et là qui est petit. Qui est un petit peu plus petit. 6%. Mais c'est en plein essor puisque évidemment ces plateformes aujourd'hui, elles créent un environnement propice et donc des opportunités pour des gens chargés de compétences de fournir ces compétences. Avec un vrai système d'information derrière, traçable. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est la mise en relation, c'est l'agent. Du Deliveroo, du Uber, du Upwork, du Fiverr, etc. Tous ces éléments qui sont intéressants. Donc on a des agents virtuels qui viennent se mettre en place. En intermédiation. 10%, 15%, 20%. Non, quand je dis la commission de l'agent. C'est 21 je crois ou 22%. Chez Uber c'est beaucoup. Chez Uber c'est 25 à 30, je crois de mémoire, 25%. Et chez les chauffeurs privés c'était 22, avec des primes en plus si vous faites plusieurs. Enfin bon, pour citer les plus grosses en tout cas. D'accord, donc vous pensez que l'utilisation des plateformes va se généraliser. Est-ce que vous pensez que le nombre de travailleurs indépendants va lui aussi augmenter ? Ça crée des opportunités. Et donc ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. La plateforme arrive, elle met en place un service, elle met en relation et donc elle crée des opportunités. Maintenant, est-ce que je veux prendre cette opportunité ? C'est mon choix. Mon choix, c'est est-ce que ça me donne de la liberté ? Est-ce que ça complète mon revenu ? Est-ce que ça peut substituer mon CDI par cette plateforme parce que ça sécurise mon revenu. Est-ce qu'il y a des personnes en CDI qui ont envie d'indépendance ? Alors, les premières personnes en CDI qui ont eu envie d'indépendance, c'est celles qui ont sauté sur l'auto-entreprise entre 2007 et 2012, qui a été créée à cette époque, et donc des centaines de milliers de personnes se sont mis auto-entrepreneurs. Ce n'étaient pas que des chômeurs, ce n'étaient pas que des personnes qui voulaient faire VTC Uber. Non, c'était soit un complément de revenu. Des personnes qui en fait ont envie d'indépendance, et puis d'autres personnes qui sont peut-être
qui ne sont pas actives et pour qui ça peut représenter... Ou qui sont retraités, voilà, dans les inactifs, des jeunes qui sont encore en formation et qui n'ont pas 35 ou 40 heures de cours et qui ont déjà un statut d'auto-entrepreneur, etc. Le retraité qui veut compléter ses revenus, etc. Le salarié qui veut même compléter ses revenus parce qu'il a des compétences à offrir et à vendre. Donc, c'est très divers. Et puis, c'est vrai qu'il y a des profils qui sont 100% indépendants, le développeur indépendant, le designer indépendant, l'architecte. Mais là, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Donc, alors là, c'est vrai que tu soulèves un point qui est intéressant. Il y a des catégories très différentes en fait, de travailleurs indépendants. Quand on regarde un petit peu les chiffres, je crois que c'est à peu près 30% qui en tirent leur revenu principal et le font par choix. 40% qui en tirent un revenu complémentaire et ont également choisi de le faire. Mais il y a quand même, j'avais noté, c'est 14% qui tirent l'essentiel de leur revenu du travail indépendant, mais qui préféraient avoir un contrat de travail plus stable. Et il y a aussi 16% qui en tirent un complément de revenu et le font par nécessité. Donc on comprend bien quand on voit ces chiffres-là que le travail indépendant a certains avantages, mais également certains inconvénients. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous dire lesquels ? Alors les inconvénients, c'est l'aléatoire. Alors l'aléatoire et la fluctuation du revenu, parce qu'on est moins lissé, moins linéaire. Ça peut être saisonnier. Il y a de la saisonnalité dans les revenus. La France s'arrête au mois de mai, la France s'arrête au mois de juin-juillet pour ne parler que de nous. 15 décembre, 15 janvier, que dalle. Donc bosse 8 mois. Donc forcément, il y a de la saisonnalité. Il y a aussi évidemment, en tant qu'inconvénient, comme on est dans la patrie du CDI, l'organisme bancaire ne vous prêtera pas forcément si vous avez un statut d'indépendant. Les contraintes classiques liées effectivement au développement de son patrimoine, où effectivement l'indépendance fait peur, on vous demande 3 bilans, etc. Voire même des fois on vous dit mais c'est même pas la peine. Donc tous ces éléments font qu'effectivement au niveau protection, déjà, c'est moindre, mais ça peut être un choix, ça peut être une nécessité. Dans ces cas-là, on subit effectivement cette indépendance. Donc tous ces éléments sont à prendre en considération. Mais c'est vrai que la linéarité du revenu et la précarité entre guillemets dans certains cas, même si elle est souhaitée, il faut aussi l'anticiper, la création de valeur aussi bien entendu en moins de temps et produire plus. Est-ce que le développement des plateformes digitales ne risque pas de tirer les prix des services vers le bas ? Alors forcément, elles tirent les prix vers le bas puisqu'elles mettent en relation pour certains types de services une population, une communauté qui est mondialisée. Alors évidemment, pas sur la location de perceuse, on est d'accord, mais qui est mondialisée. On parlait, créez votre logo. Voilà, créez votre logo. Alors, la protection, c'est, entre guillemets, la protection, elle est psychologique, mais c'est la culture. Puisque évidemment, est-ce que le goût d'un designer indien sera le même que le goût d'un employeur, d'une entreprise espagnole qui voudrait avoir son logo fabriqué par un Indien. Voilà. Bon, on peut imaginer des choses comme ça. Mais globalement, la plateforme met en relation avec un marché qui est très ouvert, et quand un marché est très ouvert, l'offre et la demande fait que naturellement les prix donc ça c'est des éléments à avoir en... Donc ça pourrait concerner peut-être pas tous les métiers, il y a certains métiers qui ne seront pas concernés par ça, mais certains qui pourraient être menacés moins naturellement, effectivement la création de logos et tous les aspects dématérialisés, forcément c'est très impacté. Le fait que quelqu'un vienne vous repeindre effectivement, ou la plateforme des artisans qui permet de savoir le mec qui va faire de la plomberie là il y a un prix, on l'accepte, c'est juste qu'effectivement on peut aujourd'hui en tant qu'indépendant ou en tant qu'employé se dire je peux devenir indépendant parce que j'ai les outils grâce aux plateformes et grâce au numérique qui me permettent de vendre et de m'exposer économiquement. Donc ça c'est quelque chose qui permet effectivement le développement de l'indépendance. Qu'est-ce qui pourrait améliorer la situation des travailleurs indépendants par rapport aux problèmes qu'on vient d'évoquer ? Alors la plupart du temps ce sont les institutions. C'est les institutions qui mènent le bal. C'est elles qui finalement, de par la loi, de par les contraintes qu'elles imposent, arrivent à canaliser et arrivent éventuellement à empêcher certaines dérives. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, en plus, on est en période électorale, donc il y a des propositions qui sont dans cette réflexion. On observe qu'il y a de plus en plus de plateformes, on observe ces opportunités, on observe que certaines personnes, par choix ou par nécessité, vont aller vers ces opportunités. On va essayer de les encadrer. Alors, les encadrer peut-être pour protéger des lobbies, on pourrait dire certains, mais aussi pour protéger les personnes qui vont s'engager dans ces opportunités. Donc là, on a vraiment des institutions qui sont au premier en frontal pour essayer de structurer et d'harmoniser les offres, pour mettre quelques barrières. Mais le régalien ne pourra pas tout. Oui. Et alors quel conseil est-ce qu'on pourrait donner aux travailleurs indépendants eux-mêmes ? La communauté, je pense que c'est une clé. Se dire qu'aujourd'hui, un travailleur indépendant n'est indépendant que par son titre, mais il est en réalité dépendant de la
communauté. Voilà, c'est sa communauté, de son réseau qui va lui permettre de devenir effectivement un référent dans une spécialité, dans une expertise. Et c'est cette connaissance du réseau et des connaissances d'autrui, donc les espaces de coworking notamment sont très utiles pour ça, oui. Puisqu'ils permettent justement la mise en relation de beaucoup de talents. Alors en même temps, effectivement, les espaces de coworking ont cette aujourd'hui image pour certains effectivement de niveler par la moitié du niveau de l'expertise de chacun, parce que finalement tout le monde travaille ensemble, puis personne ne travaille vraiment dans son expertise. Mais en l'état, effectivement, c'est la communauté qui nous permet de se développer. D'accord. Ça c'est le premier point, la communauté. Alors après, il y a les coûts cachés. Donc dans les conseils, il faut faire très très attention aux coûts cachés. Vous avez malgré tout votre promotion à assurer, donc votre image digitale, votre site internet, vos contacts. Vous avez l'administratif, et là l'administratif elle vous oublie jamais, donc vous êtes obligé souvent, parce que vous n'êtes pas forcément très talentueux dans les CERFA numéro tentant, de prendre un comptable et un expert comptable, donc ça c'est aussi quelque chose qui est très important. Collecter l'impôt. Oui. Et puis tu voulais parler aussi de la gestion des compétences. La gestion des compétences, effectivement, on doit se développer. Donc se développer, c'est là que justement le numérique nous offre une opportunité avec le savoir et la connaissance qui sont devenus des commodités, de se former en permanence, même si c'est dans l'ADN normalement de l'indépendant d'être curieux. C'est vrai que le numérique aujourd'hui, par YouTube et les formes, tuto.com, Open Classroom, enfin bon bref, tous ces vidéos to brain, comme ça on aura à peu près cité tout le monde, nous permettent effectivement de nous développer et de s'acculturer à des sujets. Mais bon, il y a Coursera, il y a Udemy, il y a tout ça. Toutes ces plateformes numériques qui nous permettent de se développer, de développer notre talent et d'être toujours en perpétuelle croissance de compétences. D'accord. Ouais. Merci Lionel, merci Mathieu. Avec je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet. On vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Allez, bye bye. À toi. Ciao.